sommes heureux de vous accueillir sur ce 7e think tank, groupe de réflexion, qui est intitulé aujourd'hui « Écosystème des entreprises, quelle coopération pour favoriser l'intégration du facteur humain dans les projets 4.0 ». Donc, ce think tank va se dérouler en 3 temps. On va d'abord avoir donc une petite introduction sur ce que c'est le think tank 4.H, Industrie 4.H. Puis après, il y aura une première table ronde avec Xavier Roy et Domenico Cancelli autour de la question de la coopération. Et puis ensuite, des éclairages amenés d'un côté par Céline Isarguillot de la Direct, et puis ensuite par Patrick Rousset du CEREC pour l'aspect formation. Puis finalement, on en arrivera au moment où on pourra discuter entre nous. Et donc, je relaisse la parole à Isabelle. Je rappelle brièvement les objectifs du projet Industrie 4.H pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début. Un projet donc démarré en partenariat avec Corège et GESCOP, et puis continué avec un autre partenaire qui s'appelle Accent et qui doit être là parmi nous aujourd'hui. Projet qui a pour objectif d'identifier les impacts des projets Industrie 4.0, donc c'est-à-dire des projets qui effectuent des ruptures technologiques dans les industries, et de repérer les leviers qui permettront aux PME de s'adapter et de conduire des changements de façon durable. On a aussi un objectif de fournir du coup à ces mêmes PME des outils et des méthodes. Et puis, on a un enjeu aussi de pouvoir livrer à la fin du projet, en 2021, des préconisations pour les organismes qui sont en appui à ces entreprises et puis notamment les pouvoirs publics. Alors, ce projet, il s'est appuyé sur plusieurs modalités. D'abord, des expérimentations, en tous les cas des observations en entreprise, et puis effectivement ce qu'on a appelé un think tank, donc un groupe de réflexion qui s'est réuni depuis 2018, alors 2 ou 3 fois par an. Ce processus a été un peu bousculé avec le contexte sanitaire qu'on connaît depuis mars dernier. Petit groupe de travail qui réunit à la fois des entreprises, des acteurs de leur accompagnement, la recherche, l'enseignement supérieur et les pouvoirs publics, régions, États notamment, pour pouvoir suivre les expérimentations dont je vous ai parlé et puis partager, enrichir autour de méthodes, de connaissances tout au long du projet qui voilà, va se terminer, alors théoriquement fin 2020, un petit décalage du contexte. Ce sont des travaux collectifs qui se sont déroulés, donc vous voyez la frise, merci Eliette, la frise du temps, qui sont déroulés depuis 2017 avec des moments, des ateliers débats, mais des ateliers aussi, on a travaillé autour de cas concrets d'entreprise ou de cas pédagogiques pour pouvoir suivre un fil rouge autour de ce dont ont besoin les PME, des outils pertinents qui permettraient une analyse stratégique de ces projets, fil rouge aussi autour de la question de la performance collective, la question aussi de la dimension humaine des projets, et puis fil rouge donc particulier aujourd'hui, vous le voyez justement en rouge, le think tank d'aujourd'hui du 3 novembre 2020, qu'on va détailler et commencer tout de suite, qui est autour de l'écosystème des acteurs pour pouvoir accompagner ces projets en PME. Il est prévu à horizon sans doute début 2021, mais on sollicitera aussi votre avis sur ce sujet, un dernier groupe de réflexion début 2021, sous forme de réunion de clôture du projet, de synthèse des enseignements, des travaux et des expérimentations, synthèses qui ont déjà été largement, on va dire, diffusées, formalisées dans des revues de projets, dont le 4e numéro est sous presse et les 3 derniers, voilà, soit vous les avez déjà, soit vous n'allez pas tarder à pouvoir les télécharger suivant les liens qu'on vous donnera un peu plus tard. Merci beaucoup Isabelle, et maintenant place à la table ronde.
Pour introduire ce sujet, quelques éléments. Aujourd'hui, on sait que l'État investit dans la modernisation du tissu industriel en France. Il y a beaucoup de programmes régionaux et nationaux qui proposent d'accompagner les entreprises, et en particulier les PME, dans le choix et l'achat de matériel technologique. Pour autant, ces programmes ne rencontrent pas forcément le succès escompté. Est-ce que c'est seulement une question d'argent? Pourquoi on est bloqué? Eh bien, ce que nous, on a pu constater au sein du projet Industrie 4.0, c'est que 4.H, l'Industrie 4.0 nécessite un investissement important. Il faut s'équiper, mais ce n'est pas seulement cela. On a pu voir dans les précédents think tanks et dans les études qu'on a pu mener que l'Industrie 4.0, c'est la mise en place d'une nouvelle technologie qui se fait souvent dans le cadre d'une évolution de business model ou une dynamique de croissance. Ça suppose de nouvelles organisations et pourquoi pas des nouvelles façons de construire sa stratégie. Ça, c'est le think tank autour de la stratégie d'entreprise, le numéro 4. On a pu voir aussi également que les clés d'action, les leviers de performance changent de main au sein de la production, que les compétences nécessaires évoluent, que le rôle du manager évolue. Bref, c'est un bouleversement important dans l'entreprise. Et c'est peut-être là que le 4.0 tient bien son nom, c'est qu'il s'agit bien d'une 4e révolution industrielle. Et donc, quand on voit ça, on peut se dire qu'accompagner tous ces changements, ça a un coût. Ça nécessite aussi du temps et ça nécessite de la méthode. Est-ce qu'une PME peut se lancer seule dans cette aventure? A priori, on aurait tendance à dire non. Donc, il existe un écosystème riche et prêt à accompagner cette transformation. On y retrouve les entreprises elles-mêmes, on y retrouve les partenaires sociaux, les consultants, les financeurs, les organismes de formation, des universités, des associations, etc. L'ARACT elle-même fait partie de cet écosystème. Mais du coup, quand on est patron, quand on est chef d'entreprise, comment on s'y retrouve? À quelle porte frapper? Et surtout, comment on ne perd pas le fil de l'activité qui est finalement un peu notre fil rouge sur l'ensemble de ce cycle. Et on a émis une hypothèse pour ce think tank, et si la clé, c'était la coopération entre les acteurs de l'écosystème. Et donc, c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui, pour explorer en fait ces enjeux de la coopération à travers 2 points de vue. D'une part, la coopération entre entreprises avec Xavier Roy de France Cluster, et d'autre part, la coopération au sein d'un modèle économique en particulier, qui est l'économie de la fonctionnalité, avec Denis Cocconcelli du CIRID. Donc, Xavier Roy, qui est directeur de France Cluster, France Cluster étant un réseau fédérant à l'échelle nationale 60 000 PME, organisant en cluster, mais pas en cluster Covid, en cluster d'entreprise, des pôles de compétitivité, des grappes d'entreprise. Et en fait, l'idée, ce sont des outils pour accélérer la croissance des PME. Denis Cocconcelli, vous êtes directeur du Centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable, donc le CIRID. Et le CIRID explore et accompagne les entreprises depuis plus de 10 ans dans l'économie de la fonctionnalité. Donc, première question pour vous, Xavier. Qu'est-ce qu'un cluster d'entreprise et comment ça fonctionne? Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup, Eliette. Alors, évidemment, tu me crèves le cœur à faire référence au cluster Covid. Bon, le Covid a réussi à faire en quelques semaines quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire en 20 ans, c'est-à-dire à faire rentrer le mot cluster dans le langage commun. C'est une douleur sans nom pour nous, mais bon, en même temps, c'est sans doute une opportunité, puisqu'aujourd'hui, quand on me dit qu'est-ce que c'est qu'un cluster, ben, je dis c'est la même chose qu'un cluster Covid, sauf que c'est les entreprises à la place du Covid, quoi. Mais ça simplifie les choses. Non, rapidement, pour répondre à la question, donc déjà, merci beaucoup de m'associer à ce think tank. Je suis vraiment ravi d'être avec vous. C'est en plus de ça, pour nous, au-delà du clin d'œil circonstanciel,
on a une communauté, la communauté des clusters, des pôles, qui rencontre une actualité tout à fait brûlante, hein, puisque vraiment nos entreprises, dans le cadre de crise que l'on rencontre, expriment des besoins d'accompagnement très très forts et n'ont jamais eu autant besoin de proximité entre eux et de faire jouer justement leur fameux écosystème. Alors, pas que dans leur transformation 4.0 ou 4.h pour faire écho à votre initiative, mais d'une façon générale pour à la fois résister à la période et puis essayer d'inventer leur avenir individuel mais aussi collectif. Donc ouais, tout à fait. C'est des moments qui sont importants pour nous. La définition du cluster, pour répondre à la question, il y en a deux possibles. Il y a une définition très simple qui s'appuie sur les acteurs qui la composent. Et puis, il y en a une un peu plus complexe parce qu'en fait, elle est très, très évolutive, qui s'appuie davantage sur ce que ces acteurs font ensemble au sein de la communauté qu'ils composent. Alors, si j'essaye de faire rapidement sur la première définition, un cluster, en fonction de ses acteurs, c'est, comme ça a été dit en intro, c'est d'abord des entreprises au cœur de cette organisation, de cette communauté, au cœur de ce système, principalement des PME, bien évidemment des très petites entreprises aussi, on en retrouve, notamment dans ceux qui sont très branchés start-up. Ça n'exclut pas la présence de grands groupes, mais en général, en matière de coopération interentreprises, ils viennent chercher autre chose que de la mutualisation, ce que viennent chercher les PME et les TPE. Le deuxième critère qui les définit, c'est que ce ne sont pas n'importe quelles entreprises qui se réunissent dans un cluster, c'est des entreprises qui participent à un même domaine d'activité. Donc, il y a un ADN ou un gène dans leur ADN qui est construit autour de cette notion de domaine d'activité dominant. On va le retrouver sur des questions de filière, parfois verticales, le bois, de l'exploitant forestier jusqu'au fabricant de meubles, en passant par celui qui va valoriser le copeau de bois pour chauffer la piscine municipale. Voilà, donc des gens globalement plutôt interdépendants les uns des autres, mais qui expriment un besoin de partager de l'information, de partager des ressources pour comprendre l'évolution de leur domaine d'activité, avec des axes évidemment marché, des axes compétences, des axes technologiques qui définissent ce domaine d'activité. Le deuxième critère qui définit, le troisième critère donc des entreprises, le domaine d'activité, c'est la notion de territoire, la notion de territoire dit de proximité. Il y a un ancrage territorial qui est très fort dans le cluster. C'est le deuxième gène qui définit son ADN. J'ai dit de proximité parce qu'on voit que la notion de périmètre pertinent, elle évolue dans le temps. On y reviendra sans aucun doute après. Mais il y a une notion d'ancrage territorial qui est très forte et qui d'ailleurs se retrouve aussi dans l'identité de ces réseaux d'entreprises. Un autre critère qui les définit, c'est que le cluster qui définit le cluster, c'est que ça n'est pas qu'un réseau d'entreprises, c'est aussi un réseau qui associe, et tu l'as dit Eliette en introduction, l'ensemble des acteurs qui peuvent apporter sur le territoire une valeur ajoutée au développement, notamment business, des entreprises qui sont au cœur de cette organisation. Et là, on va retrouver les acteurs représentatifs du territoire, on va commencer par les collectivités territoriales bien sûr, les acteurs de l'innovation, les acteurs du financement public, privé, les acteurs de l'éducation, l'école jusqu'à l'université, ceux du conseil. On va aussi retrouver les acteurs entrepreneuriaux de l'amont et de l'aval par rapport au domaine d'activité cœur de cible. Donc des gens qui ne sont pas forcément dans le métier ou dans la filière qui est au cœur du cluster, mais qui, de par leur activité, participent à l'économie de cette filière. Donc, la logistique en aval, le design en amont, etc. Voilà.
Et puis, un dernier ingrédient qui compose le cluster, c'est l'animation. C'est-à-dire que sans animation, il n'y a pas de cluster. Et donc, cet écosystème est animé par une cellule d'animation considérée comme légitime par les acteurs qui sont fédérés dans le réseau et qui est neutre au sens où elle n'est pas animée par les acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est souvent, très majoritairement, les clusters ne sont jamais auto-gérés, auto-animés par les gens qui le composent. Voilà, ça, c'est une définition simple. Après, on reviendra peut-être sur les actions à travers ce qu'on se disait tout à l'heure, mais voilà, ça, c'est une première définition en tout cas. On t'entend pas, Yvette. Merci beaucoup. Du coup, la parole est à Denis Coconcelli avec cette première question finalement de définition. Qu'est-ce que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération et puis quelles en sont les caractéristiques? Bonjour tout le monde, je suis ravi de pouvoir participer à ce temps de réflexion et de partage. Je salue ceux que je connais, et en premier lieu Xavier Roy. Donc moi je vais parler d'économie de fonctionnalité et de coopération. Je vais vous expliquer comment j'en viens à vous parler de ce sujet-là aujourd'hui, ce qui n'est pas des plus évidents. On est sur une question de départ qui est l'industrie 4.0. Vous avez dit en introduction, vous avez parlé de rupture technologique, de biens d'équipement, de matériel, d'investissement. On vient se poser la question de finalement comment ces entreprises qui pourraient innover sur ces plans technologiques, sur ces plans matériels, sur ces plans des process, pourraient aller beaucoup plus loin et en faire finalement un vrai effet levier. Et que cet investissement trouve sa finalité. Alors, nous, au CIRID, au Centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable, nos travaux portent sur des voies qui s'inscrivent dans la durabilité, dans la soutenabilité très forte. Et depuis effectivement une dizaine d'années, nos travaux nous ont amenés à établir une connaissance, une expérience sur un modèle qui ouvre cette voie, cette perspective de soutenabilité forte pour les entreprises. L'économie de la fonctionnalité et de la coopération que vous avez effectivement cité. Et dans ce modèle économique, résolument, la voie, celle qui nous concerne aujourd'hui, c'est la coopération. Voilà, ce petit propos préliminaire pour expliquer comment j'en viens à parler d'une démarche d'innovation dans l'entreprise qui se fonde sur l'investissement machine, outils, process. Et finalement, pourquoi faire? Pourquoi faire et comment faire avec cet investissement-là qui ouvre des perspectives, le digital, vous l'avez cité également, l'intelligence artificielle, on parle de beaucoup de technologies, mais finalement, c'est pourquoi faire? Pour quelle finalité? Pour quelle raison d'être? Cette économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui s'inscrit donc dans une perspective de développement durable, elle apporte aujourd'hui un certain nombre de solutions pour ces entreprises qui seraient dans cette démarche d'innovation. D'abord, c'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est d'abord un modèle économique. Un modèle économique qui se base sur la vente d'une performance d'usage et plus la vente d'un bien. C'est-à-dire que cette technologie, ce bien, cet équipement ou ce produit auquel on fait référence, il ne vise pas à fabriquer des produits et à les vendre dans une économie dite linéaire. J'extrais des ressources, je les transforme, je les vends, je les cède, j'en cède la propriété. Mais finalement, cette démarche d'innovation d'entreprise, elle vise à vendre une solution performante, une qualité énergétique, une qualité d'éclairage, une performance de mobilité, et les exemples sont nombreux, extrêmement nombreux. Toutes les entreprises aujourd'hui, de ce qu'on sait, de nos études, peuvent s'engager dans cette voie-là, et dans tous les secteurs d'activité également. Donc c'est d'abord un modèle économique, qui vise non plus à vendre un produit, un bien, mais à vendre finalement et à s'engager sur une performance, sur un résultat. Donc on voit là, à travers cette économie de la fonctionnalité et de la coopération, un contrat du lien. Je crée un lien avec mon client dans une perspective de performance et de résultat, et c'est un lien de moyen long terme.
on voit déjà apparaître la coopération. On passe de la vente d'un bien d'équipement qui repose sur 3 clés, le coût, la qualité et le délai. Je schématise un peu. À finalement un contrat de performance qui vise à engager avec mon client un contrat sur lequel j'ai une garantie de performance, une garantie de résultat, qui répond à des usages qui eux-mêmes évoluent. Et donc ce contrat me lie à une coopération avec mon client. Cette économie de la fonctionnalité et de la coopération est donc très orientée usage, très orientée proximité. Donc on voit à travers ce schéma une proximité également géographique. C'est-à-dire que cette coopération, elle se fait dans le dialogue, dans l'écoute de ces usages, dans l'observation de l'évolution de ces usages, et elle se fait en proximité avec mon client. Je peux difficilement garantir une performance énergétique à une entreprise qui sera à l'autre bout de la France, si ce n'est à déployer des services de proximité, des emplois, de la coopération avec un écosystème au plus proche de mes clients. Ce modèle d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, il s'inscrit dans une performance environnementale, une performance écologique. Il vise pour l'entreprise à bien maîtriser ses produits, ses process, ses outils industriels. On revient à la question des investissements. Pour développer des savoir-faire sur ses produits, sur ses services, avoir une bonne maîtrise de ses approvisionnements, ses pièces détachées, son sourcing. Et on voit là une autre coopération qui s'installe en amont de sa chaîne de valeur, parce qu'elle va faire des choix dans des démarches d'achat responsable, d'approvisionnement durable. Elle ne va pas viser des produits à obsolescence programmée, mais elle va chercher évidemment des produits qui durent. Et sa finalité, c'est de les faire durer. Donc c'est résolument un modèle économique d'entreprise qui s'inscrit dans le développement durable parce qu'elle va avoir besoin de maîtriser ses produits, ses ressources et de préserver la ressource. Et puis on y reviendra peut-être après un peu plus longuement, mais c'est une voie de coopération, on pourra en détailler un peu plus les tenants et les aboutissants, et c'est une voie de création de valeur pour le territoire. On rejoint la question du cluster, de ces écosystèmes de relations dans les territoires que l'entreprise doit intégrer ou créer pour créer de la valeur. Au plus proche des usages et des clients, je le redis, cette économie de la fonctionnalité et de la coopération, au-delà des investissements, de la R&D, des choix technologiques, c'est d'abord une voie de coopération. C'est une voie nécessaire pour réussir ce modèle économique d'entreprise. Merci beaucoup, Denis. Pour redonner la parole à Xavier, finalement, qu'est-ce qui pousse les entreprises à se réunir en cluster? Et est-ce que ces raisons évoluent dans le temps? Oui. Oui. Alors, pourquoi la collaboration inter-entreprise? Alors déjà le constat qu'on a fait, nous, dans l'observation des clusters que depuis une vingtaine d'années, on a le plaisir d'accompagner, c'est que souvent, à l'émergence de clusters, il y a une situation de crise. Une crise qui n'est pas forcément une crise négative, une crise économique ou une crise, par exemple, pandémique comme celle qu'on rencontre. C'est parfois des crises positives, l'arrivée d'une technologie dont les entreprises cherchent à se doter. Mais ouais, il y a toujours un élément de perturbation, entre guillemets, du marché sur lequel les entreprises sont positionnées et qui les incite à réagir. Et parmi les modes de réaction qu'elles envisagent, il y a, comme il peut y en avoir d'autres, celui de la coopération. Ça, c'est un élément déclenchant. Après, il y a des éléments plutôt mainstream en fait, qui les poussent à aussi beaucoup évoluer. C'est un environnement business qui se complexifie. Le phénomène de mondialisation de l'économie où finalement le concurrent, il n'est plus tellement dans la rue d'en face, il est plutôt en Chine, en Inde, pousse un certain nombre d'entreprises pour essayer de comprendre comment leur environnement concurrentiel évolue à chercher à s'informer davantage et la veille, ça peut coûter cher si on veut la faire
de façon la plus complète possible et pour le coup, rentrer dans des logiques de mutualisation de services participe à comprendre l'environnement business complexe dans lequel on évolue. On a aussi des marchés qui deviennent de plus en plus exigeants avec des donneurs d'ordre qui parfois cherchent à éviter, d'ailleurs souvent d'ailleurs, cherchent à éviter à multiplier les relations contractuelles avec leurs sous-traitants et cherchent plutôt à créer des ensembles et à acheter des ensembles. Et ce qu'on appelle la massification des marchés, c'est des choses qu'on a beaucoup rencontrées dans l'aéronautique, par exemple, ou dans l'automobile il y a quelques années, et qui n'excluaient pas des donneurs d'ordre, des sous-traitants, pardon, demain de participer à la construction des avions que nos grands donneurs d'ordre achetaient, mais pour autant qui les nécessitaient à rentrer dans des démarches de coopération pour rester dans les carnets de commandes de ces grands donneurs d'ordre. Il y a les contraintes réglementaires qui sont aussi des occasions pour les entreprises de rentrer dans des démarches de coopération, puisque voilà, c'est ce qui ça. On a eu notamment à l'échelle européenne au cours dans les 20-10 dernières années, l'arrivée de certaines réglementations qui ont poussé les entreprises à faire largement évoluer leur mode de production et par rapport à ça, un environnement business qui se complexifie, la nécessité exprimée pour elles de mieux comprendre à la fois ce que ça voulait dire par rapport à leur outil de production et ce que ça voulait dire comme manière de réagir. Et ça a participé au développement de coopération interentreprises. Donc, on a plusieurs facteurs qui poussent à la coopération. Alors, pour essayer de mieux le comprendre, on avait eu c'était il y a 4-5 ans. Alors, ça date un petit peu, mais en même temps, il me semble que c'est toujours d'actualité, d'autant plus que les évaluations qui ont été faites des dernières politiques publiques qui ont accompagné notamment les pôles de compétitivité nous l'ont rappelé ou ont confirmé ces éléments qu'on avait essayé de capter auprès des entreprises adhérentes. En 2015, on avait fait une petite enquête auprès d'une centaine d'entreprises membres de clusters en leur posant une question assez simple. On leur avait demandé vous êtes membre d'un cluster depuis plusieurs années, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous restez membre du cluster? Donc on ne cherchait pas à essayer de les faire travailler sur leur imaginaire de ce que la coopération pouvait leur apporter, mais ce que très concrètement ça leur apportait. À l'instant T, puisqu'ils en étaient des acteurs, parfois des membres actifs de leur cluster. Et c'était assez intéressant de voir que les 5-6 premiers items qui ressortaient de ces échanges tournaient autour d'une meilleure connaissance de l'écosystème dans lequel ils évoluent, l'écosystème filière, l'écosystème territorial. Donc, mieux connaître les entreprises du territoire, j'ai sous les yeux les principales réponses qui avaient été amenées, développer des nouveaux contacts, bénéficier de bonnes pratiques d'autres membres de l'association d'entreprises, accéder à des informations sur des nouvelles technologies, enfin, bénéficier d'une démarche alors de représentation commune. Et là, c'est vraiment la proximité entre les gens. Donc, on n'est pas seulement dans la logique de syndicat patronal qui cherche à faire du lobbying national avec une démarche parfois assez descendante parce que nationale. On est vraiment sur des acteurs de territoire qui cherchent à faire remonter de l'information par rapport à des situations qu'ils rencontrent sur leur propre terrain. Mieux connaître nos concurrents. Voilà. Donc, ça, c'est les premiers items qui apparaissent. Donc, on est vraiment sur une logique écosystémique. Ouais, tu veux réagir, Eliette? Non, on va essayer de faire tourner un peu la sûr, parole. Du coup, c'était pour interpeller un peu sur le même genre de questions, Denis, sur finalement, si on sait maintenant ce qui pousse les entreprises à rentrer dans les clusters, qu'est-ce qui pourrait pousser les entreprises à se tourner vers l'économie de la fonctionnalité? Et est-ce que ça prend du temps? Et est-ce que justement ces clusters
ce pourrait être des facilitateurs en fait à la coopération et à l'économie de la fonctionnalité. J'aime bien ce que dit Xavier en disant on part d'une situation. On peut appeler ça un problème, on peut appeler ça une situation conjoncturelle ou structurelle. Bref, les dirigeants qui s'engagent dans ces démarches de coopération ou d'innovation plus largement. Hein. Je prends un temps pour mon entreprise, pour mon projet d'entreprise, pour prendre un peu de hauteur et me dire, bon, voilà la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, un nouvel entrant sur le marché, mais ça peut être un nouveau produit. Je vais mettre en marché ce nouveau produit, je veux coupler du service à ce produit, je vais aller vers un couplage produit-service, développer la dimension servicielle. J'ai une problématique de recrutement, de compétences. Bref, c'est une situation managériale et stratégique pour le dirigeant, au sens plus commun du terme. Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un patron d'une association. À un moment donné, il y a une situation qui l'amène à se dire, bon, je vais m'entourer. Je vais nécessairement m'entourer. Et donc, je vais interroger finalement ce premier cercle qui est autour de moi, voir si j'ai des solutions et des réponses dans ce premier cercle. Voilà. Dans sa chaîne de valeur d'abord, de l'approvisionnement, de façon schématique une nouvelle fois, mon sourcing, mes approvisionnements, est-ce que ce sont des fournisseurs partenaires? Est-ce que je peux créer du lien plus profond, plus durable, une coopération plus forte avec mes fournisseurs, hein. En interne, ensuite, cette coopération, comment est-ce que je joue au sein même de mon entreprise, à la fois de ma gouvernance, de mon conseil d'administration, de mes collaborateurs, de mes sous-traitants, qui sont parfois même intégrés à ma structure, qui travaillent déjà avec mes équipes. Je prends la question du bâtiment. Aujourd'hui, on a des groupements dans le secteur du bâtiment, des groupements d'entreprises, des dirigeants dont les équipes travaillent ensemble quasiment au quotidien, hein, et qui vont vers une solution bâtiment intégrée. La question de la performance énergétique du bâtiment, ça peut être une approche intégrée qui passe par la fourniture de l'énergie, la garantie de la qualité de cette production de chaleur ou cet usage de l'énergie dans le bâtiment, peut passer aussi par la qualité de l'isolation du bâtiment, et puis par la consommation même que ce bâtiment va faire de cette énergie, à travers ce qui se vit dans ce bâtiment, qui peut être un logement, qui peut être un bâtiment industriel, un bâtiment tertiaire. Donc, ce groupement d'entrepreneurs qui finalement s'engage dans une coopération, qui crée un cluster d'affaires, mais aussi un cluster opérationnel, va travailler ensemble dans la même direction, partager la même finalité de cette performance énergétique garantie au client. Voilà, donc ce dirigeant, les entreprises qui viennent vers nous et qui nous posent cette question de l'économie de la fonctionnalité, elles partent d'une situation. Je viens de développer un nouveau produit, je veux renforcer de la coopération, je veux aller sur un nouveau marché, je veux développer le service. Et donc, elles s'entourent. Elles créent un écosystème où elles regardent leur écosystème, qui souvent est déjà autour d'elles, et elles se mettent en dialogue. Et elles co-construisent des solutions qui peuvent être des solutions co-construites avec les usagers eux-mêmes. Hein, entre accepter qu'on ait des trottinettes qui débarquent comme ça sur un aménagement urbain de façon plus ou moins maîtrisée, je le dis avec beaucoup de diplomatie, et proposer un fournisseur de mobilité dans l'espace urbain qui vient avoir une approche globale de la mobilité dans cette ville, on peut co-construire des solutions avec les usagers, en mixant de la mobilité douce, mais aussi le véhicule partagé, la mutualisation, le couplage produit-service autour de cette mobilité. Donc on peut aller jusqu'à coopérer avec les usagers pour trouver des solutions et garantir des solutions opérantes, y compris avec les usagers eux-mêmes, avec la collectivité locale, avec l'opérateur et les opérateurs en place. Donc on n'est plus dans une approche de concurrence, hein, on est dans une approche de coopération. Et ces clusters qui se créent, effectivement, au sein des clusters au sens
dont parle Xavier Roy, c'est des formidables espaces dans lesquels on a déjà toutes ces ressources. C'est un vivier déjà de solutions, ces clusters. Ces clusters, ces pôles de compétitivité qui sont plus amont, R&D, avec des tailles de projets, Xavier saurait mieux en parler que moi, mais qui sont d'une autre échelle, sont effectivement des écosystèmes de relations, de dialogue dans lesquels on a toutes ces solutions-là, qui sont finalement des solutions locales. Xavier le disait, ces clusters, c'est aussi une brique territoriale. Et donc, dans cette économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est une économie qu'on voit évidemment de proximité. Et donc, rien de tel que d'aller dans ces écosystèmes. Parce que le dirigeant, il n'a pas nécessairement connaissance de tout. Et on trouve à travers ces clusters, ces grappes d'entreprise, ces pôles de compétitivité, ces centres techniques parfois, déjà des écosystèmes de compétences, de solutions. Il y a la brique innovation chez l'un, il y a l'accès au marché chez l'autre, il y a une complémentarité de compétences et d'emploi chez un autre qui a plus cette brique-là pour l'entreprise. Et donc, on retrouve évidemment ces entreprises-là qui sont déjà dans des démarches d'ouverture, d'innovation, elles ont déjà des prédispositions favorables pour arriver dans ces têtes de réseau sociaux, techniques et économiques. Merci beaucoup. Et finalement, je vais poser la question qui finalement nous brûle les lèvres depuis le début, mais finalement, quelles sont les conditions nécessaires à la coopération? Et là, pour le coup, je vous la pose à tous les deux, cette question. Tu nous donnes la parole à l'un et à l'autre. Est-ce que je prends tu veux que je prenne je prends la main? Lance-toi. Parmi les conditions, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses qu'on a dites, c'est-à-dire dans les facteurs clés de succès, l'ancrage territorial, on l'a évoqué, la proximité. Ça s'explique à la fois parce qu'il y a derrière ça une question d'identité, pas seulement identitaire, mais d'identité différenciante pour les acteurs par rapport à ce qui peut se faire ailleurs. Il y a une logique de reconnaissance pour la communauté, mais aussi de construction d'une identité différenciante sur le marché qu'on souhaite attaquer ensemble, ou les opportunités marché qu'on souhaite développer. Donc, l'ancrage territorial est très fort pour cette question un peu stratégique, mais aussi pour des questions basiquement pratico-pratiques. Pour co-construire, il faut qu'on se voit souvent, et on ne se voit pas souvent quand on est à 400 km les uns des autres, surtout au démarrage de la construction de ces coopérations. Ça, c'est une observation qu'on a faite dans les clusters, cette notion de périmètre pertinent, de territoire pertinent, qui évolue dans le temps, c'est-à-dire qu'on est souvent sur des territoires de très grande proximité, on est plutôt sur des approches de bassin d'emploi. Et puis avec le temps, on s'aperçoit que, quand je dis avec le temps, c'est surtout avec la maturité de la coopération ou de l'envie de travailler ensemble, on voit finalement que quand les habitudes de coopération se prennent, ce qui est surtout intéressant pour les parties prenantes, c'est de s'engager dans des projets. Et ça devient le projet qui définit le périmètre ou le territoire pertinent. C'est-à-dire que si finalement, pour développer tel projet, il faut aller chercher un partenaire qui sera le bon partenaire pour ce projet-là, et que ce bon partenaire, il est à 300 km, ça ne devient plus un problème de faire les 300 km. Et c'est finalement les projets qui vont définir progressivement le périmètre pertinent de la coopération interentreprise. Mais il n'empêche quand même que cette notion de territoire et d'ancrage territorial est évidemment très, très importante. Dans mon propos, vous avez entendu aussi la notion de flexibilité ou d'adaptation, de capacité d'adaptation de cette coopération, c'est-à-dire que les règles de fonctionnement d'une coopération au sein, alors je vais parler d'un cluster, sont des choses qui peuvent s'écrire, mais qui ne se figent jamais. Et on compte beaucoup sur l'agilité des participants à la coopération pour trouver le meilleur angle
de coopération entre les différents acteurs. Ça rend difficile, hein, d'ailleurs, au quotidien pour nous, cet exercice de définition de cette logique de cluster, parce que ce sont des espèces d'organismes vivants qui évoluent dans le temps. Et après tout, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à retenir dans ces objets-là. Et ça en fait un vrai facteur clé de succès qui n'a pas toujours été bien compris par notamment les politiques publiques qui les ont accompagnés pendant cette vingtaine d'années, parce que pour le coup, le but du jeu, c'était de définir des cahiers des charges pour cibler des acteurs, et donc on définissait des acteurs en fonction d'eux, et parfois ça donnait des cadres qui pouvaient être considérés comme un peu rigides. Donc là ça, c'est des premiers facteurs clés de succès, mais qui, pour nous, sont évidemment fondamentaux. Ouais, Ayette. Et voilà, donc comme on s'approche doucement de la fin, je voulais aussi passer la parole à Denis Kokoncheli sur cette question des conditions nécessaires à la coopération. Qu'est-ce qui, pour vous, qu'est-ce qui est nécessaire pour se lancer? Moi, j'aime bien parler de trajectoire. Cette coopération, finalement, elle a du sens si elle s'inscrit dans le temps. Sinon, on est sur une relation de très court terme, une relation d'affaires extrêmement classique, qu'on soit dans un réseau local, dans un cluster. Donc, cette coopération partenariale s'inscrit dans la trajectoire. On voit certains acteurs parfois vouloir aller très vite au bout et trouver la réponse, et ce n'est pas nécessairement ces entreprises-là qu'on voit à l'arrivée. Cette coopération, elle invite les acteurs à partager, mutualiser. Ça peut être commencer par partager une idée avant même d'arriver à un projet. Donc, cette notion de progressivité qu'évoque Xavier, dans le modèle de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui sont finalement des écosystèmes dans lesquels ces entreprises s'installent, se créent de la valeur, elles nécessitent d'y aller progressivement. On peut partir d'une idée, d'une innovation de produit, d'une innovation organisationnelle. On peut commencer à partager cet outil industriel qui a été co-investi peut-être, cette intelligence artificielle, cette industrie 4.0, et y aller pas à pas. Ça sous-entend que cette entreprise-là ou ce chef d'entreprise, il n'est pas sous contrainte trop forte. Il est relativement libre, disponible pour donner du temps à cette coopération naissante, sans nécessairement se fixer un résultat immédiat. Donc c'est une vraie posture. Parfois, les entreprises viennent nous voir en nous disant « Bon, j'ai vraiment le couteau sous la gorge, j'ai une vision à 3 mois, trouvez-moi la solution qui va bien, je veux changer mon modèle économique. » J'ai dit « Mais monsieur, c'est pas le moment d'innover. C'est le moment de changer une brique, deux briques, peut-être de prendre des décisions stratégiques. Mais s'inscrire dans une coopération visant à nouer une relation de moyen-long terme et créer un écosystème de coopération autour de vous, ça nécessitera du temps. Parce qu'il y a des éléments humains, d'abord et avant tout, des éléments humains. Le facteur humain, c'est le socle de cette coopération. Donc, c'est installer les éléments de confiance, installer les accords de groupe, les bases sur lesquelles on va accepter au sein de cet écosystème de partager de l'information. Donc, créer cet écosystème de confiance, et l'entreprise qui est sous contrainte forte, liée à un donneur d'ordre, il peut être sur un donneur d'ordre unique, lié à une gouvernance extrêmement muselée, où il a très peu de capacité de décision, très peu de capacité de mouvement, où il est sous forte contrainte économique, où il y a un risque majeur au moment où il se pose cette question de la coopération, ce sont des prédispositions qui ne lui sont pas favorables. Voilà. Donc, je préfère prendre d'abord quelques limites à ce qu'on se dit, les indiquer. Le dirigeant doit être en capacité de décider, de manœuvrer, de déléguer. Hein, on ne dit pas qu'il va le faire lui. Moi, je vois dans des réunions au sein de clusters, ce n'est pas toujours le dirigeant qui est présent. C'est parfois son directeur commercial. C'est selon un sujet, la personne en charge des ressources humaines, le responsable du marketing. Donc, c'est toute l'entreprise qui s'engage dans une dynamique de coopération.
Voilà. Donc ça c'est important de le dire. Je pense que c'est une des prédispositions, c'est d'être plutôt disponible, ouvert, avoir une posture également. Ça peut paraître des banalités, sauf que quand l'entreprise se pose ces questions-là, ça l'est plus. C'est plus des banalités. C'est des vraies questions de fond. Lorsqu'on fait un pré-diagnostic de départ pour voir si cette entreprise, au-delà de cette innovation de produit, cette bonne idée qu'elle a, elle peut bâtir un modèle à la fois économique, un modèle de coopération avec ses fournisseurs, sa coopération interne, sa coopération avec ses clients et son territoire. Est-ce qu'elle a les moyens de son ambition et est-ce qu'elle a le temps? Donc la question du temps, c'est quand même une des clés. Hein. Ce n'est pas des projets qu'on monte du jour au lendemain lorsqu'on veut s'engager dans des résultats. Voilà. Après, on peut être curieux, hein, on peut venir se nourrir, participer 1 heure ou 2 heures à un atelier, un 5 à 7 entre dirigeants, ça ne consomme pas beaucoup. Mais on a écouté, on s'est nourri, c'est très bien, c'est le premier pas, on n'a pas encore coopéré. La coopération, elle demande du temps, de la progressivité et certaines prédispositions de départ ou à construire par le dirigeant et par l'entreprise plus globalement. Ok, donc dernière question de cette table ronde, il nous reste 5 minutes, donc on va... C'est peut-être une des questions les plus importantes et pourtant il va falloir faire court. Finalement, quelle est la place du facteur humain dans tout ça, dans les clusters, dans l'économie de la fonctionnalité? Quelle vision vous avez, vous, de votre fenêtre de l'activité de travail, comment vous la travaillez? Alors, le facteur humain, il est essentiel dans le sens où, en tout cas, on le vit comme ça dans les clusters, ce ne sont que des histoires d'hommes et de femmes qui composent ces communautés, ce qui les rend sans doute très riches, mais ce qui les rend aussi très, très fragiles. C'est à la fois vrai de par les gens qu'on met autour de la table. On s'aperçoit qu'on met moins des organisations que des personnes qui portent ces organisations, bien sûr, autour de la table. Ça, c'en est une composante essentielle. On le vit aussi, nous, au quotidien, dans la relation qu'on a avec les managers de cluster. Hein. À chaque fois qu'il y a un changement de personne à l'animation d'une démarche de cluster, c'est quasi systématiquement 6 mois qu'on prend dans la vue sur le développement des projets qui sont portés en coopération par le cluster parce que il y a un temps d'appropriation à la fois par la personne et d'intégration de cette personne dans sa fonction légitime, etc., pour porter, pour accompagner, pour animer l'écosystème. Donc, ce facteur humain-là, il est évidemment très important. On le retrouve aussi de façon plus prégnante dans certains projets. La dimension amélioration des compétences RH est souvent évoquée, j'ai même presque envie de dire systématiquement évoquée dans les axes stratégiques des associations de clusters quand elles se structurent. On retrouve très souvent dans les statuts des clusters l'envie de travailler en coopération autour de ces sujets de gestion collective des ressources humaines. C'est jamais dit comme ça, mais ça revient souvent à ça. C'est pas pour autant qu'on l'aborde facilement dans nos réseaux, à la fois parce que soit le marché prend le dessus, soit la techno prend le dessus. On l'évoquait pour les pôles de compétitivité, il y avait une très très forte identité, une très très forte attente qui était exprimée auprès d'eux sur la production de projets d'innovation technologique. Donc souvent, c'est des choses qui sont passées avant. Mais par contre, quasi systématiquement, il y a cette arrière-pensée de dire, même ces technologies derrière, que ce soit après l'acquisition de technologies, il va falloir travailler avec les hommes et les femmes qui font tourner les machines pour que, évidemment, elles intègrent dans leur quotidien de production ces technologies-là, ou réciproquement, qu'elles les imaginent en amont quand on veut faire évoluer ou quand on veut s'ouvrir sur de nouveaux marchés. Donc ça, c'est des choses
Le facteur humain dans les clusters, il est évidemment très, très important, pour ne pas dire prépondérant. On le vit vraiment au quotidien comme étant quelque chose d'ailleurs qui, comme je le disais tout à l'heure, fragilise aussi nos écosystèmes de par la mobilité des hommes et des femmes qui le composent. Mais ça, c'est pas un point forcément négatif. Merci beaucoup. Et Denis, pour conclure sur cette question du facteur humain et de l'activité de travail dans l'économie de la fonctionnalité. Écoutez, je vais revenir à mon premier propos en début de cette table ronde, c'est la raison d'être. L'entreprise, investir pour investir, innover pour innover, pour nous, au CIRID, on considère que ça s'inscrit d'abord dans une raison d'être, dans une finalité. Cette entreprise qui s'engage dans une démarche d'innovation, de dialogue, de coopération, pourquoi le fait-elle? On a une inéluctable révolution des relations lorsque cette entreprise-là, elle décloisonne. Quand elle ouvre sa porte, elle commence à ouvrir les fenêtres sur son territoire, sur son voisinage de proximité, sur ses clients, quand elle va commencer à aller voir ses clients pour dire « parlez-moi de la façon dont ça se passe dans l'entreprise, comment ça se passe au quotidien, comment ce bâtiment il est utilisé, quelles en sont les contraintes, les usages, qu'est-ce qui se vit quand nous on n'y est pas, expliquez-nous, observons ensemble vos usages, on peut même créer des collectifs d'usagers, des collectifs d'observation, une approche design peut permettre d'aller dans cette démarche de dialogue. Cette entreprise-là qui ouvre ses portes, qui ouvre ses fenêtres et qui va voir ce qui se passe à l'extérieur, je pense que globalement, toutes les entreprises sont dans cette posture-là, peut-être un peu idéaliste, mais inscrire cette entreprise dans une vraie démarche de coopération et de dialogue, aller voir effectivement le cluster, la tête de réseau, le réseau d'entreprise, le réseau d'innovation, c'est une entreprise dont les métiers évoluent. Elle ne va plus faire le même métier, cette finalité même, cette raison d'être de l'entreprise évolue. Elle évolue dans vendre aujourd'hui, s'engager dans une performance énergétique d'un bâtiment, c'est plus être installateur de la chaudière. C'est développer de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire, de nouvelles capacités à la fois d'écoute, d'observation, de suivi et d'évaluation, d'ajustement. Et souvent, dans cette économie de la fonctionnalité et de la coopération, on touche à un moment donné la question des savoir-faire, des compétences et des métiers même de l'entreprise. Ça peut être les commerciaux qui, du jour au lendemain, on va leur dire, du jour au lendemain, je m'inscris quand même dans une trajectoire, hein, je n'oublie pas mon propos précédent, on va dire aux commerciaux, vous étiez rémunérés pour vendre des caisses, demain vous ne vendez plus les caisses, vous vendez du contenant. Et ces caisses-là, on va en rester propriétaire et vous allez vendre de la logistique. Vous allez vendre du service de logistique, de la performance de logistique. Vous allez vendre peut-être du kilomètre. Et donc, ça veut dire que votre acte de vente, ce que vous avez fait depuis que vous êtes dans l'entreprise, cette capacité à vendre, elle évolue. Vos systèmes de rémunération, elle évolue avec. Votre dialogue avec le service après-vente, avec nos sous-traitants, il évolue avec. Le dialogue avec vos clients, il va évoluer. Donc, c'est aussi, et on le voit bien à travers cet exemple des commerciaux, mais ça peut être aussi l'exemple du service après-vente, le rôle de l'assistante commerciale n'est plus le même. Donc, effectivement, ce facteur humain-là, il y a cette capacité de dialogue de l'entreprise quand elle ouvre ses fenêtres et ses portes et qu'elle va voir la lumière, mais il y a aussi ce qui se joue dans l'entreprise. Lorsque le directeur marketing vient dans une réunion de cluster, il doit changer de costume. Parce que dans ce tour de table, pour être accepté, pour correspondre aux accords de groupe qui sont souvent installés, il doit rentrer dans cette éthique du groupe, cette transparence du groupe, pour pouvoir coopérer, pour pouvoir d'abord livrer, pour ensuite recevoir. Donc on voit à travers ces exemples que le facteur humain, c'est le facteur clé. Ça me paraît être une évidence. Mais après, quand on est dans le concret de l'entreprise et dans sa démarche d'innovation, on voit que ces questions-là, elles sont évidentes. Merci beaucoup pour ce premier temps d'échange.